macabre mystère. Manchester, dans le New Hampshire, 27 avril 1980. Un dimanche comme les autres, dans une petite rue tranquille de la ville industrielle. Au 651 de la Merrimack Street, un immeuble sans histoire. C'est ici que vit Lorin Rhan, 14 ans, avec sa mère Judith. Ce soir-là, Judith sort pour assister à un match de tennis avec son petit ami. Avant de partir, elle laisse sa fille à l'appartement. Lorin, joyeuse, indépendante, a prévu de passer la soirée avec 2 amis, une fille de son âge et un garçon un peu plus âgé. Un film, quelques boissons, un peu d'insouciance. La routine d'une adolescente américaine des années 80. Mais vers 22 heures, le calme du quartier se trouble. Dans le couloir, la lumière du palier s'éteint, volontairement. Une ombre bouge, un détail anodin, mais qui prendra tout son sens plus tard. À 1h du matin, Judith rentre chez elle. La porte de l'appartement est verrouillée, mais toutes les lumières sont allumées. Le canapé est défait, les coussins au sol, et le garçon dort encore dessus. Il explique que Lorin s'est couchée plus tôt, dans la chambre de sa mère. Judith pousse doucement la porte. Le lit est vide, la fenêtre entr'ouverte, et plus aucun signe de Lorin. Lorin Rhan est décrite comme une adolescente vive, sportive, populaire à l'école. Ni fugueuse, ni marginale. Son entourage la décrit comme rêveuse, parfois rebelle, mais toujours attachée à sa mère. Au petit matin, Judith prévient la police. Mais la réaction est lente. On parle d'une fugue, d'une dispute, d'un coup de tête, une adolescente partie prendre l'air. Sauf que rien n'a disparu. Ses vêtements, son argent, sa veste, même ses baskets sont restés près du lit. Et surtout, la porte était verrouillée de l'intérieur. Personne ne comprend comment elle a pu sortir. Un voisin se souvient avoir entendu des pas dans le couloir, un peu avant minuit. Et cette lumière du palier, éteinte volontairement, comme si quelqu'un voulait agir dans l'ombre. Les jours passent. Judith inonde le quartier d'affiches, interroge les amis, les parents, les enseignants. Personne n'a rien vu, rien entendu. La police, elle, explore plusieurs pistes. D'abord celle d'un enlèvement. Le garçon présent cette nuit-là est interrogé à plusieurs reprises, sans résultat. Il affirme avoir bu quelques bières et s'être endormi. Il n'a rien entendu, rien vu. Puis vient la piste de la fugue. Certains témoins disent que Lorin voulait partir vivre en Californie, fascinée par les stars et la musique. Mais rien ne prouve qu'elle ait préparé un départ. Aucun billet, aucun contact, aucune lettre. Judith refuse d'y croire. Et bientôt, un élément étrange vient tout bouleverser. Quelques semaines après la disparition, Judith reçoit un appel. Une voix d'homme. Elle décroche, mais la ligne est silencieuse. Puis elle entend un souffle et le bruit d'un téléphone raccroché lentement. Ce n'est pas un cas isolé. Durant les mois qui suivent, plusieurs appels mystérieux parviennent à la famille, souvent en pleine nuit. Chaque fois, une respiration. Jamais un mot. L'enquête téléphonique révèle que certains de ces appels proviennent d'un motel de Californie. Plus précisément, du même téléphone public qu'utilisaient d'autres jeunes filles disparues
à la même époque. Le hasard ou le signe que Loreen a été entraînée loin de chez elle? Une théorie prend alors forme, celle d'un réseau criminel opérant sur la côte Est, attirant de jeunes fugueuses avant de les exploiter ou de les faire disparaître. Mais rien de concret ne sera jamais prouvé. Dans les années qui suivent, un nouveau détail ressurgit. Une amie de Judith, partie vivre en Californie, raconte avoir reçu un appel d'une adolescente disant s'appeler Loreen. Elle semblait confuse, effrayée, et parlait d'un certain Dr Z, un homme qui, selon ses mots, aide les filles perdues. Lorsque la police enquête, elle découvre qu'à cette période, un homme surnommé Dr Z, un pseudonyme utilisé par un médecin radié, logeait justement dans un motel de Santa Monica. Ce même motel d'où provenaient certains des appels. Il aurait hébergé plusieurs jeunes filles en fuite, leur promettant logement et argent en échange de services. Mais aucune trace de Loreen n'a jamais été retrouvée sur place. Seulement des témoignages indirects, flous, souvent contradictoires. Et pourtant, les coïncidences sont troublantes. Le lieu, les appels, la période, les initiales. L'enquête s'enlise, les années passent, Judith ne déménage jamais. Elle garde la chambre de sa fille intacte, les affiches au mur, les cassettes dans le magnétophone. Chaque année, elle contacte la police pour relancer l'affaire. Mais sans corps, sans témoin, sans preuve, le dossier reste figé. En 1986, un nouvel élément ravive l'intérêt. Une autre jeune fille disparue, Tina Marie Kemp, a été vue pour la dernière fois avec un homme correspondant à la description d'un suspect possible dans l'affaire Ran. Même région, même méthode, même profil de victime. Mais l'homme en question, jamais inculpé, meurt avant d'être interrogé. Les enquêteurs évoquent alors un tueur itinérant, peut-être responsable de plusieurs disparitions entre le New Hampshire et la Californie. Mais là encore, rien de concret. En 1981, une employée d'un hôtel de San Francisco prétend avoir reconnu Loreen. Même âge, même regard, même cicatrice au genou. Elle aurait logé plusieurs jours avec un homme plus âgé avant de disparaître à nouveau. Mais lorsque la police arrive, les registres ont été effacés et la piste se perd dans les rues de Californie. Quelques années plus tard, d'autres témoins affirment avoir vu une jeune fille ressemblant à Loreen dans des films amateurs diffusés clandestinement sur la côte ouest. Aucune image n'a jamais pu être confirmée, mais cette hypothèse, celle d'une descente dans un réseau souterrain d'exploitation, hante encore les enquêteurs. Plus de 40 ans ont passé. Aucun reste, aucun ADN, aucune certitude. Seulement des fragments, des appels, des visages, des hypothèses. En 2019, l'affaire a été officiellement rouverte grâce à la technologie ADN. Des tests ont été effectués sur plusieurs corps non identifiés, retrouvés entre le New Hampshire et la Californie. Tous négatifs, Loreen n'est nulle part, ou partout. Judith, elle, est décédée sans jamais avoir su. Avant sa mort, elle confiait à un journaliste « Je crois qu'elle a voulu appeler à l'aide et que quelqu'un, là-bas, a décroché à sa place. » La disparition de Loreen Ran reste l'un des mystères les plus déroutants de la côte Est. Une adolescente
enfermée dans un appartement verrouillé de l'intérieur. Une lumière éteinte dans le couloir et une voix silencieuse au bout du fil. Certains pensent qu'elle a été victime d'un tueur en série inconnu. D'autres, qu'elle a survécu quelque part, perdue dans un autre nom, une autre vie. Mais une question demeure. Comment une jeune fille peut-elle disparaître sans bruit, sans trace, sans témoin, depuis l'intérieur même de son propre foyer? Laureen Rown, 14 ans, partie un soir d'avril 1980, et depuis, le silence, un long signal perdu dans le brouillard du temps. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis, cela aide beaucoup le podcast. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle affaire dans Macabre Mystère.